Imaginez l'air dense, presque solide, qui emplit vos poumons. Vous êtes à Marseille, au cœur d'une intervention policière qui a mal tourné, et l'atmosphère est saturée par l'odeur du béton humide et d'une peur primale. Des cris éclatent, des ordres fusent, se perdant dans le vacarme ambiant, tandis qu'une fine poussière grise se colle à votre peau moite, un linceul de débris recouvrant tout. C'est là que vous le voyez, le sergent Alain Dubois, le visage contracté par une tension extrême, les traits tirés par l'adrénaline. Sa voix, rauque et puissante, déchire l'air une première fois, puis une seconde, hurlant un ordre simple, un réflexe pavlovien forgé par des années d'entraînement. Mais Bravo, son partenaire canin, son ombre fidèle depuis d'innombrables missions, l'ignore complètement. Le chien, une machine d'obéissance habituellement parfaite, reste figé sur place. Les muscles tremblants, désobéissant pour la toute première fois de sa vie. La frustration d'Alain est une braise incandescente, qui lui consume la poitrine, une chaleur insupportable qui monte à son visage. La honte le brûle plus vivement que le soleil de plomb, qui frappe les ruines de ce bâtiment effondré. Ces hommes, son unité, sont les témoins silencieux de cette rupture incompréhensible. Leurs regards, un mélange de pitié et de jugement, sont des poignards qui se plantent dans son dos. Pour un homme comme Alain, dont l'identité est bâtie sur le contrôle et la discipline, cette insubordination publique est le pire des échecs. Bravo n'est pas simplement un chien, il est le prolongement de sa volonté, la preuve vivante de sa compétence. Et en cet instant précis, cet animal, qui a partagé son quotidien, ses repas et ses dangers, devient un étranger, un mystère insondable, dont le silence est une accusation. Autour de vous, le chaos est une créature vivante. L'immeuble éventré ressemble à un squelette monstrueux, ses os d'acier tordus pointant vers un ciel indifférent. Les sirènes des véhicules d'urgence hurlent au loin, une complainte lancinante qui se mêle au craquement sinistre de la structure qui continue de s'affaisser. Une pluie fine de poussière et de gravats tombe sans discontinuer, comme une neige sale et triste, métaphore d'un monde qui cesse, écroule. Chaque grain qui se dépose sur l'uniforme d'Alain semble ajouter au poids de son échec. Dans cette symphonie de destruction, l'immobilité de son chien est une note discordante, une anomalie terrifiante. Le silence de Bravo est plus assourdissant que n'importe quelle explosion, car il ne signifie pas l'absence de bruit, mais la fin d'une certitude absolue. Vous devez comprendre la nature de leur lien pour saisir la profondeur de cette trahison. Alain et Bravo-N n'étaient pas un maître et son animal, mais une entité unique forgée dans le feu de l'action. Ils ont rampé dans la même boue, respiré les mêmes gaz lacrymogènes, senti la même montée d'adrénaline face au danger. La chaleur du corps de Bravo contre sa jambe pendant les longues heures de veille, l'odeur familière de son pelage, un mélange de terre et de loyauté, étaient les ancrages d'Alain dans un univers imprévisible. Aujourd'hui, un gouffre glacial s'est ouvert entre eux, un vide que les ordres désespérés du sergent ne peuvent combler. Il tente à nouveau, la voix plus basse, presque une supplique déguisée en commandement, mais ses mots se perdent dans l'air lourd, impuissant face à la volonté de faire de son partenaire. Le temps est un ennemi impitoyable. Chaque seconde qui s'écoule est un pas de plus vers la catastrophe. Un suspect armé est retranché quelque part dans ce labyrinthe de béton et de ferraille. La mission, la sécurité de ces hommes, tout repose sur une action rapide et coordonnée. Et l'instrument clé de cette opération, le flair infaillible de Bravo, est maintenant un outil défectueux. Les questions se bousculent dans l'esprit d'Alain, une tempête de doute et de peur. Est-il blessé? L'onde de choc l'a-t-elle désorienté? Mais non, son regard est vif, sa posture est celle d'un prédateur à l'affût. Ce n'est pas de la confusion, c'est une décision. Une décision qu'Alain ne peut ni comprendre ni accepter. Les gyrophares peignent des éclairs rouges et bleus sur la scène, transformant la tragédie en un spectacle irréel et macabre. L'air que vous respirez est lourd du goût métallique du sang et de l'odeur âcre des matériaux calcinés. Vous pouvez sentir le grain de la poussière entre vos dents, une texture abrasive qui vous rappelle constamment la fragilité de cet instant. Le temps semble se suspendre, figeant la scène dans une image insoutenable. Vous voyez les silhouettes tendues des autres policiers, la gueule béante du bâtiment dévasté, et au centre de tout, ce chien, statue de défi silencieux. Bravo a toujours été le point fixe d'Alain, son ancre dans le tourbillon de la violence. Maintenant, cette ancre s'est détachée, et le sergent est à la dérive sur un océan de panique, les vagues glaciales de l'incompréhension menaçant de le submerger. La question flotte dans l'air, aussi épaisse et suffocante que la fumée. Pourquoi? Avec le dernier souffle d'autorité qui lui reste, Alain pousse un cri final, un rugissement guttural, qui vient du plus profond de ses entrailles. Ce n'est plus un ordre, c'est un hurlement de trahison, la plainte d'un homme qui voit le pilier de son monde s'effondrer. Le silence qui suit est une chape de plomb.
Les regards de son équipe sont un poids physique qui écrase, jugeant toute sa carrière, toute sa valeur, à l'aune de cet unique instant de défaillance. La honte est un feu qui le dévore de l'intérieur, plus intense que n'importe quel incendie. Bravo ne tressaille même pas. Son corps reste un monument impénétrable, le gardien d'un secret qu'Alain ne peut percer. Dans ce moment critique, alors que chaque instinct, chaque fibre de son être dressé, devrait le pousser à obéir, qu'est-ce qui peut bien être plus important pour ce chien que la voix de l'homme pour qui il a juré de donner sa vie? Pour comprendre la fissure qui s'ouvre sous ses pieds, vous devez d'abord voir l'homme qu'est Alain Dubois, au-delà de l'uniforme. Imaginez sa vie comme une partition de musique parfaitement ordonnée. Chaque note à sa place, chaque silence calculé. Son appartement, dans les quartiers nord de Marseille, est un sanctuaire de lignes droites et de surfaces épurées. Pas un livre hors de sa pile, pas une tasse hors de l'alignement. Cette discipline n'est pas une simple habitude, c'est son armure contre le chaos du monde, le seul langage qu'il maîtrise vraiment. Pour lui, le protocole n'est pas une contrainte, mais la barrière fragile qui empêche l'univers de sombrer dans la folie. Sa plus grande vulnérabilité est là, dans cette foi aveugle en la structure, cette croyance que tout peut être contrôlé, maîtrisé, anticipé. Et aujourd'hui, le monde lui hurle au visage que sa partition est fausse. Pourtant, au cœur de cette rigidité, il y a une exception, une seule note de chaleur dans sa symphonie de glace. Bravo. Ce lien n'a pas été forgé par des manuels de dressage, mais par des centaines de nuits silencieuses passées en planque, la chaleur du corps du chien contre sa jambe, étant le seul réconfort contre le froid mordant. Vous devez sentir l'odeur de son pelage, un mélange de terre, de pluie, et d'une loyauté si pure qu'elle en est presque palpable. C'est un parfum qui a le pouvoir de calmer la tempête dans l'esprit d'Alain. Il se souvient des matins où, avant l'aube, il partageait son café, et un morceau de pain avec son partenaire, un rituel muet, qui en disait plus que tous les mots. C'est sa vertu cachée, cette capacité à placer une foi absolue dans un être qui ne parle pas sa langue, mais qui, à cet instant, semblait comprendre son âme. Maintenant, tout est en jeu. Chaque regard de ces hommes est une lame qui s'enfonce dans son orgueil. Sa réputation, bâtie sur des années d'infaillibilité et de contrôle, se fissure comme le béton sous ses pieds. Échec de la mission serait une tâche sur son dossier, mais ce n'est rien comparé à la véritable perte. Ce qu'il est en train de perdre, c'est sa seule certitude dans un monde incertain, la confiance en l'unique être qu'il pensait connaître intimement. C'est comme regarder une boussole devenir folle au milieu de l'océan, l'aiguille tournant sans but, le nord ayant disparu. Le sol se dérobe, non pas à cause de l'immeuble qui s'effondre, mais parce que le pilier de son monde intérieur vient de céder. Sans cette confiance, que lui reste-t-il pour naviguer dans la violence de son quotidien? Vous le voyez fermer les yeux une seconde, et une image brûle derrière ses paupières. Une intervention passée, dans un entrepôt sombre sentant la rouille et l'humidité. Ils avançaient en silence, quand soudain Bravo S était figé, un grognement bas vibrant dans sa poitrine. Alain n'avait rien vu, rien entendu. Le protocole disait d'avancer. Mais le corps du chien était une statue d'avertissement. Un message plus clair que n'importe quel ordre radio. Faisant confiance à cet instinct, Alain avait ordonné le repli juste avant qu'une passerelle métallique ne s'effondre là où ils auraient dû se trouver. Ce jour-là, Bravo n'avait pas obéi à un ordre. Il en avait donné un. Comment ce même instinct, cette même connexion quasi télépathique, pouvait-elle aujourd'hui se transformer en cette désobéissance glaciale et incompréhensible? Le conflit fait rage en lui, une guerre civile, entre le sergent et l'homme. Le sergent crie à la trahison, à la défaillance matérielle. Un outil est cassé, il faut le maîtriser, le mettre hors service, suivre la procédure. C'est une pensée froide, mécanique, forgée par des années d'entraînement qui vise à éteindre l'aile. Émotion pour garantir l'efficacité. Mais l'homme, celui qui connaît la texture de chaque cicatrice sur le museau de Bravo, celui qui a senti son souffle chaud sur son visage pendant son sommeil, est paralysé par le chagrin. La poussière qui tourbillonne autour de lui est le reflet de ses pensées confuses. Le protocole est un chemin clair et balisé, mais son cœur l'attire vers un territoire inconnu et terrifiant, celui où la logique n'a plus cours. Il se sent écartelé entre deux mondes. Son regard se pose sur le collier de cuir usé, celui que ses mains ont bouclé des milliers de fois. Il connaît par cœur le bruit que fait la médaille en heurtant la gamelle d'eau, le petit gémissement que pousse Bravo juste avant de s'endormir. Ces détails intimes étaient les briques de son univers, les petites certitudes qui le maintenaient debout. Aujourd'hui, ces briques sont des débris. Il regarde son chien, ce corps familier tendu comme une corde, et il ne voit qu'un étranger. La distance entre eux n'est que de quelques mètres, mais elle semble aussi vaste et infranchissable que l'océan. Le silence de Bravo n'est plus une absence de bruit, c'est une déclaration, un mur érigé entre eux.
Et derrière ce mur, une vérité se cache. Mais laquelle? Il a tout perdu en une seule seconde d'insubordination. Le contrôle, l'autorité, la confiance de ses hommes, et pire que tout, le lien qu'il croyait indestructible. Ce qu'il désire plus que tout, à cet instant, ce n'est pas la capture du suspect, ou le succès de la mission. Ce n'est même plus l'obéissance. C'est de comprendre. Il veut percer le mystère qui se cache derrière les yeux de son partenaire, remonter le temps jusqu'à l'instant où le monde avait encore un sens. L'odeur âcre des décombres lui emplit les poumons, une métaphore de son propre monde intérieur en ruine. Devant lui se dresse un choix impossible. Obéir aux ordres qui crépitent dans son oreillette et abandonner son chien. Ou trahir tout ce en quoi il a toujours cru pour suivre l'instinct d'un animal qui vient de le trahir. Et puis, le sifflet. Vous entendez le son perçant. Une lame d'argent qui déchire l'air lourd et poussiéreux. L'ultime tentative d'Alain. Pour reprendre le contrôle, pour rembobiner le temps, et retrouver le monde où les ordres avaient encore un sens. Le son aigu flotte une seconde, suspendu dans le silence tendu, avant de mourir sans le moindre écho dans la posture de Bravo. Le chien ne bouge pas, mais vous sentez le changement. Ce n'est plus de l'immobilité, c'est une tension accumulée, un ressort comprimé à son point de rupture. Elle, énergie qui parcourt ses muscles est palpable, une vibration sourde qui promet une explosion imminente. Pour Alain, ce silence qui suit le sifflet est la véritable détonation. Le moment où le fil de leur connexion, autrefois un câble d'acier, se rompt avec la fragilité du verre. L'espoir est éteint dans ses yeux, remplacé par un abîme de confusion. L'explosion se produit, mais elle n'est pas celle que vous attendiez. D'un seul coup, Bravo se propulse en avant, un projectile de fourrure et de muscles. Mais sa trajectoire défie toute logique, toute stratégie, tout protocole. Il ne se dirige pas vers la zone où le suspect est supposé être retranché. Il ne court pas non plus vers la sécurité, vers la ligne de ses coéquipiers. Non, il vire brusquement, ses pattes dérapant sur les gravats, et fonce vers un coin sombre et anodin de la structure effondrée, un amas chaotique de poutrelles tordues et de blocs de béton éventrés. C'est un mouvement d'une précision foudroyante, guidé par une boussole interne que personne d'autre ne peut voir. En cet instant, il n'est plus un chien policier. Il est une force de la nature, un torrent qui vient de rompre sa digue, creusant un nouveau chemin à travers le paysage dévasté de la mission. Il atterrit au milieu d'un enchevêtrement mortel de ferraille et de ciment, un endroit où aucun homme n'oserait poser le pied. Sans la moindre hésitation, il commence à creuser. Une fureur primitive s'empare de lui. Ses griffes, habituellement utilisées pour suivre des pistes subtiles ou maîtriser un suspect, deviennent des pioches sauvages, arrachant des éclats de pierre et de plâtre. Vous entendez le son de ses ongles crissant contre le béton, un rythme frénétique et désespéré qui, élève au-dessus du gémissement lointain des sirènes. Un nuage de poussière grise élève autour de lui, le transformant en une silhouette fantomatique. Son corps entier est une manifestation de pure détermination, chaque muscle tendu dans un effort qui semble dépasser les limites de sa propre force. Il ne creuse pas. Il démolit la réalité pour en atteindre une autre. Puis vient le son. Un aboiement roxa échappe de sa gorge, mais il ne ressemble en rien au jappement d'attaque sec et contrôlé qu'Alain lui a appris. C'est un cri différent, plus profond, teinté d'une urgence presque humaine. Ce n'est pas un avertissement, ni une menace. C'est un appel. Un appel au secours déchirant qui semble dire « Venez, vite, ici ». Le son résonne contre les murs éventrés. Une note d'espoir brute dans une symphonie de désastre. Pour Alain, cet aboiement est encore plus déstabilisant que la désobéissance elle-même. La désobéissance était une rupture de protocole, un échec technique. Mais ce son, c'est un langage inconnu, une communication venue d'un autre monde, un message urgent qu'il est incapable de traduire, mais dont il ressent la terrible importance au plus profond de son être. Vous voyez le monde d'Alain s'effondrer. Et ce n'est pas à cause des secousses du bâtiment. C'est son propre univers intérieur qui se fracture. Les lignes droites de la procédure, les certitudes forgées par des années d'entraînement, tout cela se transforme en poussière sous ses yeux. L'acte de Bravo est une métaphore vivante de cette destruction. Le chien, en déterrant furieusement ce coin de ruine, déterre en même temps toutes les failles de la logique rigide sur laquelle Alain a bâti sa vie. Le chaos qu'il a toujours combattu à l'extérieur vient de faire irruption en lui, porté par elle, être en qui il avait le plus confiance. Le soleil, autrefois symbole d'ordre et de clarté, est maintenant voilé par le nuage de débris soulevé par son partenaire, le plongeant dans une pénombre de doute et d'incertitude. Il est maintenant face à un choix impossible, un carrefour au milieu des ruines. Dans son oreillette, la voix de son supérieur est un crépitement glacial, un ordre clair et sans appel. Maîtrisez votre chien.
Évacuez la zone immédiatement. Le protocole est une autoroute bien éclairée, qui mène à la sécurité et à la raison. Les regards de ces hommes sont des poids, des questions silencieuses qui exigent une décision. Chaque seconde d'inaction met en péril toute l'équipe. Mais devant lui, Bravo est en train de tracer un nouveau chemin, une piste sauvage et dangereuse à travers les décombres, éclairée uniquement par la lueur inexplicable de son instinct. Suivre les ordres, c'est abandonner son partenaire, peut-être pour toujours. Le suivre, c'est trahir tout ce qu'il représente, c'est plonger dans l'inconnu le plus total. Il fait un pas, vous retenez votre souffle en le voyant bouger, ce n'est pas un pas en arrière, vers la sécurité et l'obéissance. Ce n'est pas non plus un pas vers la cible officielle de la mission. C'est un pas de côté, un pas hésitant vers Bravo, vers le cœur du mystère. L'odeur du métal tordu et de la terre humide devient plus forte, comme si ce simple mouvement avait intensifié la réalité de la scène. Il coupe mentalement la communication radio, s'isolant du monde des règles et de la logique. Son univers se contracte pour ne plus contenir que cette scène. Son chien, sa transe frénétique, et ce tas de décombres insignifiants. C'est alors, en se rapprochant, que son regard accroche un détail qui lui glace le sang. Sur les pattes de Bravo, maculant sa fourrure et la poussière, il voit la couleur rouge vive du sang frais. Le temps devient votre ennemi juré, une horloge dont chaque tic-tac est le craquement sinistre d'une poutre d'acier au-dessus de votre tête. La structure entière gémit, une bête monstrueuse à l'agonie qui menace de refermer ses mâchoires de béton sur vous tous. Dans l'oreillette d'Alain, une voix crépite, froide et impersonnelle, l'incarnation même du protocole. C'est son supérieur, à des kilomètres de là, en sécurité derrière un bureau, et son ordre est une lame de glace. Dubois, maîtrisez votre unité canine et évacuez la zone. C'est un ordre direct. Immédiatement. Les mots sont clairs, sans appel, la voix de la raison face à la folie qui se déploie. Pour Alain, c'est comme si deux mondes entraient en collision. D'un côté, le chemin balisé de la procédure, une autoroute vers la survie. De l'autre, son chien, creusant frénétiquement vers un abîme d'incertitude, l'entraînant vers une désobéissance qui pourrait tout lui coûter. Autour de lui, le jugement est un brouillard épais qui alourdit l'air déjà suffocant. Les regards de ces hommes sont des poignards silencieux. Vous les voyez, leurs silhouettes tendues dans la lumière stroboscopique des gyrophares, leurs visages couverts de suie et d'incompréhension. Ce n'est pas de la haine, mais quelque chose de pire. De la pitié mêlée à une déception palpable. Ils voient leur chef, le roc, sur lequel ils ont bâti leur confiance, se fissurer en direct. Le sergent Dubois, l'homme de la situation, l'incarnation de la maîtrise de soi, est en train de perdre le contrôle de son outil le plus précieux, et par extension, de lui-même. Chaque seconde d'hésitation est une tâche de plus sur sa réputation. Leur silence est une accusation collective, un tribunal improvisé au milieu des ruines, et Alain sent le poids de leur verdict et elle, écrasée lentement. Mais dans ce désert de solitude, une oasis inattendue apparaît. Un jeune policier, à peine sorti de l'académie, un gamin qu'Alain a pris sous son aile, s'approche lentement. Il ne dit rien. Les mots seraient inutiles, perdus dans le vacarme ambiant, et la tension électrique. Il pose simplement sa main sur elle, épaule de son sergent. Le contact est bref, la pression est ferme, un geste simple mais lourd de sens. C'est une micro-victoire sur le doute, une étincelle de chaleur humaine dans le froid glacial du protocole. Ce n'est pas une approbation de l'insubordination, mais un message plus profond, je ne comprends pas, mais je suis là, vous n'êtes pas seul. Pour Alain, cette main sur son épaule est une ancre, un point fixe dans la tempête qui fait rage en lui donnant la force de supporter les regards des autres une seconde de plus. Son attention est violemment ramenée sur Bravo. La transe du chien est ininterrompue, une concentration si intense qu'elle semble plier la réalité autour de lui. C'est alors que vous le voyez, ce détail qui change tout. Sur les pattes, avant de Bravo, le sang. Ce n'est pas une simple égratignure due au débris. C'est une couleur vive, presque écarlate, qui macule la poussière grise et la fourrure sombre. Des traces fraîches qui racontent une histoire urgente. Le sang n'est pas un symbole de violence, mais de vie. Il crie une vérité que personne d'autre ne peut entendre. Pour Alain, cette vision est une décharge électrique qui court-circuite des années de conditionnement. La question n'est plus pourquoi désobéis-tu, mais qu'as-tu trouvé? Le doute évapore, remplacé par une certitude terrifiante et absolue. Son chien ne l'a pas trahi, il lui montre le chemin. La voix dans l'oreillette devient un hurlement de fureur, le nom, Dubois, répété comme un marteau. Le bâtiment laisse échapper un nouveau grognement, plus profond, plus menaçant. Une pluie de gravats s'abat à quelques mètres de là. Tout son être, chaque fibre de son corps entraîné pendant des décennies, lui crie de faire demi-tour, de suivre l'ordre,
de sauver sa peau et celle de ses hommes. C'est la logique. C'est la survie. Mais la foi est une force irrationnelle, une flamme qui refuse de éteindre face au vent glacial de la raison. Il regarde le sang sur les pattes de Bravo, puis les visages de ses hommes, et il prend sa décision. Il choisit de faire confiance non pas à son grade, non pas au manuel, mais à ce lien silencieux et indestructible, forgé dans le feu et la boue, un lien qui vient de lui parler plus clairement que n'importe quel ordre radio. Il ne répond pas à son supérieur, il ne donne aucun ordre à ses hommes, son monde se rétrécit pour ne plus contenir que le chien et la pile de décombres. D'un mouvement fluide, presque irréel, il tombe à genoux. Le bruit de son uniforme éraflant sur le béton, est la seule réponse qu'il donnera. Ses mains, nues et sans gants, plongent dans le chaos de pierre et de ferraille. La douleur est immédiate, des éclats de ciment lui déchirent la peau, mais il ne la sent pas. Il creuse aux côtés de Bravo, non plus comme un maître et son animal, mais comme deux partenaires égaux, unis dans une même quête désespérée. Il est devenu l'ombre de son chien, un sergent désobéissant à genoux dans la poussière, guidé par une loyauté qui dépasse l'entendement. Il a franchi le point de non-retour, et il n'y a plus que l'inconnu devant lui. Elle, équipe le regarde, pétrifiée, incapable de comprendre la scène surréaliste qui se joue sous leurs yeux. Le sergent Dubois, le pilier de la discipline, est en train de démolir les ruines à main nue, en parfaite synchronie avec son chien devenu fou. Leurs mouvements sont frénétiques, une danse macabre au bord du précipice. La radio grésille une dernière fois avant de se taire, comme si même la technologie avait abandonné face à un tel acte de foi. Alain écarte un bloc de plâtre plus large que les autres. Ses doigts, ensanglantés et tremblants, effleurent quelque chose. Ce n'est pas la dureté de la pierre. Ce n'est pas le froid du métal. C'est une texture différente, presque souple, recouverte d'une fine couche de poussière. Et dans le silence relatif qui suit le grondement du bâtiment, un son parvient à ses oreilles, si faible qu'il pourrait être le fruit de son imagination. Un gémissement. Le gémissement est une chose si fragile que vous vous demandez s'il existe vraiment. C'est un son à peine audible, une ondulation dans l'air épais, le murmure d'un fantôme au milieu du vacarme de la destruction. Pour Alain, c'est comme entendre une seule note de musique pure après une symphonie de chaos assourdissant. Il s'immobilise, les mains suspendues au-dessus des débris, le souffle coupé, tendant l'oreille pour capter à nouveau ce fil de vie ténu. Ce n'est pas le grondement de la structure, ni le crépitement lointain des flammes, mais quelque chose de plus profond, de plus intime. C'est un son qui ne vient pas du monde des protocoles et des ordres, mais d'un lieu secret que seul l'instinct peut trouver. La foi aveugle qu'il a placée en son partenaire, cette loyauté irrationnelle qui l'a poussé à désobéir, vient de lui offrir sa première, et plus précieuse, récompense. Ses doigts, écorchés et ensanglantés, reprennent leur travail avec une nouvelle ferveur, écartant les fragments de plâtre et les éclats de briques. Soudain la texture change radicalement. Ce n'est plus la rugosité abrasive du béton, ni le froid tranchant du métal tordu qui agresse sa peau. C'est une sensation douce, presque souple, une résistance cotonneuse sous la couche de poussière grise. Un choc électrique parcourt son bras, une secousse qui n'a rien à voir avec la douleur physique. C'est la texture d'un tissu, peut-être de la laine. L'odeur âcre des décombres est toujours là, omniprésente, mais il lui semble percevoir une autre fragrance en dessous, le fantôme d'un parfum de lessive, une trace infime d'humanité ensevelie. La confirmation est là, au bout de ses doigts. Le son N n'était pas une hallucination. Quelqu'un est bien là, piégé dans les entrailles de son propre échec. Avec une délicatesse qui contraste violemment avec la brutalité de la scène, il dégage les derniers gravats. Et là, sous la lumière blafarde qui filtre à travers la poussière, une tache de couleur apparaît, si vive et incongrue, qu'elle semble brûler la rétine. C'est du rose. Un petit morceau de tissu rose, la manche d'un pull d'enfant, émergeant du linceul gris des ruines. L'image est un poignard en plein cœur, un symbole d'innocence si pur et si déplacé dans cet enfer de destruction, qu'il en est presque insoutenable. Pour Alain, l'homme des lignes droites, des certitudes en noir et blanc, cette touche de couleur est une révélation. Son univers, bâti sur la rigidité des règles et la discipline de l'uniforme, vient de s'effondrer pour être remplacé par la fragilité infinie de ce petit bout de laine rose. Bravo pousse un autre aboiement, mais celui-ci est transformé. L'urgence frénétique a laissé place à un gémissement bas, presque un ronronnement de protection. Il pose doucement son museau contre la main de son maître, un geste de pure complicité, comme pour le guider dans ses derniers instants décisifs. Leur lien n'est plus celui d'un maître et de son chien, mais celui de deux âmes unies par un but commun, une communication silencieuse qui transcende les espèces. Derrière eux, les autres policiers, autrefois statues de jugement, font un pas en avant, puis un autre.
Leur regard n'est plus chargé de pitié, mais d'une admiration mêlée de stupeur. Le soutien silencieux du jeune officier se propage comme une onde, une vague de respect qui vient enfin briser l'isolement d'Alain. Ils sont témoins d'un miracle. Avec une précaution infinie, comme s'il manipulait du verre, Alain finit de dégager la zone. Ce n'est pas un visage qui apparaît d'abord, mais une petite main, la paume tournée vers le ciel, les doigts légèrement recroquevillés. Elle est minuscule, recouverte d'une fine pellicule de cendre, mais c'est sans le moindre doute la main d'un enfant. La vision est à la fois une agonie et une libération. C'est la preuve ultime, la vérité éclatante que Bravo avait sentie depuis le début. Cette petite main immobile est la raison de la désobéissance, la justification de chaque règle brisée, de chaque ordre ignoré. La vertu d'Alain, cette foi inébranlable en son partenaire qui l'a poussé au-delà de la raison, est maintenant exposée à la vue de tous. Il n'a pas failli à sa mission, il en a suivi une plus haute, une dictée par le cœur. Le monde semble retenir son souffle. Le gémissement lointain des sirènes, le craquement sinistre de l'immeuble, tout s'estompe pour laisser place à un silence presque sacré. L'univers tout entier s'est contracté autour de cette petite main poussiéreuse. Alain avance la sienne, ses propres doigts tremblants et meurtris s'arrêtant à quelques millimètres, comme s'il craignait de briser le sortilège par un simple contact. C'est à cet instant précis que le sergent Dubois meurt. L'homme rigide, esclave du protocole, disparaît pour laisser place à un être humain humilié et transformé par l'instinct d'un animal. Il comprend enfin que les ordres les plus importants ne sont pas ceux qui sont hurlés dans une radio, mais ceux qui sont murmurés par la vie elle-même. Un rayon de soleil perce le nuage de poussière, illuminant la scène d'une lumière dorée. Il prend une inspiration et touche enfin la petite main, et elle bouge. Les doigts frémissent, une réponse minuscule, presque imperceptible, à la chaleur de sa peau. La vie. La confirmation est si puissante qu'elle le frappe comme une onde de choc, lui vidant les poumons de tout leur air. La vérité sort des décombres, aveuglante et absolue. Bravo ne désobéissait pas à un ordre, il répondait à un appel au secours que seul son cœur pur avait pu entendre. Alain lève les yeux vers ces hommes, et dans leur regard, il ne lit plus le jugement, mais un respect profond et bouleversant. Alors qu'une vague de soulagement immense le submerge, un grondement sourd et caverneux monte des fondations même du bâtiment, et le sol sous leurs pieds se met à trembler avec une violence inouïe. Le sol sous vos pieds ne tremble plus, il se convulse. C'est une secousse violente, primale, qui vient des entrailles de la terre, comme si la ville elle-même cherchait à rejeter ce squelette de béton. Le rugissement caverneux qui l'accompagne n'est pas un simple craquement, c'est le cri de mort d'un titan. La poussière, jusqu'alors une fine brume, devient un mur opaque et suffocant. Votre cœur s'arrête, figé dans votre poitrine, tandis que le monde autour de vous se désintègre. L'instinct de survie hurle de fuir, de reculer, de retourner vers la lumière et la sécurité. Mais Alain ne bouge pas. Son corps réagit, avant même que son esprit n'ait le temps de formuler une pensée. D'un mouvement instinctif, il se jette en avant, non pas pour échapper, mais pour couvrir de son propre corps la petite ouverture qu'il vient de créer, devenant un bouclier humain entre une enfant et une avalanche de pierres. Son dos devient une voûte de chair et d'os au-dessus de la petite fille. Il sent les impacts sourds des blocs de plâtre et des éclats de briques qui pleuvent sur lui. Une grêle mortelle qui déchire son uniforme. Une douleur fulgurante lui traverse les épaules, mais elle est lointaine, irréelle, étouffée par la montée d'adrénaline et par une seule pensée obsédante. Protégé. Sous lui, dans la petite cavité, il entend le souffle léger de l'enfant, un son si fragile qu'il est le centre de son univers. L'odeur de la peur, âcre et métallique, se mêle à celle de la poussière et du sang qui coule de ses propres mains. Le cri d'agonie du métal qui se tord au-dessus de sa tête est la seule musique de ce moment, mais tout ce qu'il entend, c'est le silence terrifié d'une vie qu'il tient entre ses mains. Vous voyez alors le miracle se produire. Le mur de jugement et de doute qui séparait Alain de ces hommes s'effondre en même temps que le bâtiment. Leur regard, autrefois chargé de pitié, brûle maintenant d'une ferveur protectrice. En un instant, ils ne sont plus des observateurs, mais des acteurs. Poussés par une impulsion commune, ils se ruent vers lui, formant une chaîne humaine, une digue de corps et de volonté contre le chaos. Le jeune policier qui lui avait posé la main sur sa épaule est le premier à ses côtés, arrachant les débris les plus lourds avec une force née du désespoir. Les grades s'effacent sous la poussière, les protocoles sont réduits en cendres. Il n'y a plus de sergents, plus de subordonnés, seulement des frères d'armes unis dans un but unique et sacré, arracher une innocente à la tombe. Avec une délicatesse infinie, il dégage l'ouverture. Les mains d'Alain, meurtries et ensanglantées, sont les premières à se glisser dans la pénombre pour atteindre l'enfant. Il sent le contact de son petit corps, si léger, si fragile,
qu'il a l'impression de tenir un oiseau tombé du nid. Il la soulève doucement, la sortant des entrailles de la ruine pour la ramener à la lumière. Vous la voyez émerger, une petite silhouette couverte d'une épaisse couche de poussière grise, qui la fait ressembler à une statue d'enfant. Ses yeux, immenses et sombres, clignent, désorientés par la lumière crue des gyrophares. Le rose de son pull est une tache de vie vibrante, une fleur improbable, qui a poussé au milieu d'un désert de destruction. Elle est passée de main en main le long de la chaîne de solidarité, jusqu'à la sécurité. Une fois posée sur le sol stable, loin du danger immédiat, la petite Chloé ne pleure pas, elle ne crie pas, le choc l'a enfermée dans une bulle de silence. Son regard balaie la scène, les visages tendus, les lumières clignotantes, puis il se fixe. Il se pose sur Bravo. Le chien est là, immobile, le corps tremblant d'eau, épuisement, le souffle court, le pelage souillé de sang et de fatigue. Le temps, une nouvelle fois, semble se suspendre. Lentement, comme dans un rêve, la petite fille fait un pas, puis un autre, s'approchant du héros silencieux. Elle lève sa petite main, encore grise de cendre, et la tend vers lui. Dans un silence absolu, où même les sirènes lointaines semblent être tues, ses doigts effleurent le museau poussiéreux et ensanglanté de Bravo. Un contact si pur qu'il semble purifier l'air lui-même. C'est à cet instant que le barrage cède en haleine. En voyant ce geste, cette connexion silencieuse entre l'innocence sauvée et la loyauté qui l'a sauvée, tout ce qu'il a contenu explose en lui. Des larmes silencieuses et brûlantes se mettent à couler sur ses joues, traçant des sillons clairs à travers la suie et la poussière. Ce ne sont pas des larmes de tristesse ou de douleur, mais de gratitude. Une gratitude si immense et si violente qu'elle en est douloureuse. Il pleure l'homme rigide qu'il était, et il pleure la naissance de celui qu'il devient. Comme si le contact de la petite main l'avait enfin libéré de sa mission, Bravo pousse un dernier soupir, ses pattes cèdent, et il s'effondre doucement sur le sol, non pas mort, mais vidé, ayant tout donné pour accomplir le seul ordre qui comptait vraiment. La scène se fige, gravée dans la rétine de tous les témoins, une image qui deviendra une icône marseillaise. Le sergent, en larmes, à genoux, dans les décombres. La petite fille, une apparition de vie au milieu de la mort. Et le chien, héros épuisé, étendu à leurs pieds. C'est la libération, la fin du chaos, la victoire de la compassion sur le protocole. Mais le monstre de béton n'a pas dit son dernier mot. Alors que les premiers secours se précipitent vers Chloé, et que l'équipe commence à reculer, un dernier grondement, plus profond et plus terrible que tous les autres, secoue les fondations. Une immense section de la façade, celle qui surplombait directement leur position, se détache dans un fracas assourdissant, et entame sa lente et inexorable chute vers eux, un rideau de mort prêt à s'abattre. Le silence qui a suivi la dernière chute de béton n'était pas un vide, mais une présence dense et palpable, remplie de la poussière en suspension qui dansait dans les faisceaux des gyrophares. Vous voyez Alain Dubois se relever, lentement, comme un homme qui réapprend à marcher. Son uniforme est en lambeaux, son corps est une carte de contusion et d'écorchure, mais son regard est celui d'un nouveau-né. L'homme aux lignes droites, l'architecte du protocole, a été brisé et reconstruit au milieu des ruines. Le monde autour de lui est toujours le même chaos de métal tordu et de pierres pulvérisées, mais il le perçoit différemment. Il ne voit plus une défaillance de la structure, mais le creuset où sa propre âme a été reforgée. L'odeur de la poussière et du sang est maintenant imprégnée d'un parfum nouveau et subtil, celui de la rédemption, une fragrance qui a lavé la honte et la peur. Quelques jours plus tard, vous le retrouvez dans la quiétude aseptisée d'une clinique vétérinaire. La lumière du soleil filtre à travers une fenêtre, traçant un carré d'or sur le sol où Bravo se repose. Le chien n'est plus l'unité canine 73. Il est une légende vivante, le flanc bandé, les yeux mi-clos mais alertes. Alain est assis par terre à ses côtés, non pas en tant que maître, mais en tant que débiteur. Il passe doucement la main sur la tête de son partenaire, sentant la chaleur familière sous ses doigts. Le silence entre eux n'est plus une énigme, mais une conversation profonde et sans mots. Il comprend maintenant que la discipline la plus pure ne réside pas dans l'obéissance aveugle, mais dans écoute de cette voix intérieure qui sait distinguer le bien du mal, bien au-delà des manuels et des ordres. Chaque cicatrice sur le corps de Bravo est une lettre dans le nouvel alphabet de sa vie. L'histoire a rapidement dépassé les murs de la caserne pour inonder la ville, puis le pays tout entier. Vous voyez les visages d'Alain, de Bravo et de la petite Chloé sur tous les écrans, non pas comme les acteurs d'un fait divers, mais comme les protagonistes d'un conte moderne. Le chien est devenu le héros de Marseille, son portrait peint sur des murs dans les quartiers nord, une icône de loyauté brute et d'instinct salvateur. L'image de ce sergent en larmes, à genoux dans la poussière,
a brisé l'armure de l'uniforme, révélant l'humanité en dessous. Ce N était plus une histoire de police, mais une parabole sur la foi, un rappel puissant que même au cœur de la destruction la plus totale, un acte d'amour insubordonné peut faire refleurir la vie. Le rose du pull de Chloé est devenu une couleur symbole, un étendard d'espoir flottant sur le gris de la cynisme ambiant. La communauté, touchée au cœur, a répondu par une vague d'affection sans précédent. Des collectes de fonds spontanées ont permis de moderniser entièrement l'unité cynophile, honorant non pas la technologie, mais l'instinct animal qui, était avéré supérieur. La famille de Chloé a tissé avec Alain un lien qui dépasse la gratitude, une nouvelle famille née des décombres, unie par le souvenir partagé d'un miracle. Vous imaginez les dessins d'enfants qui affluent au commissariat, des représentations maladroites mais vibrantes d'un grand chien protégeant une petite fille. Cet événement n'a pas seulement sauvé une vie, il a recousu un tissu social, rappelant à une ville souvent dure et divisée, qu'une étincelle de compassion pouvait encore embraser les cœurs et illuminer les ténèbres les plus profondes, transformant une tragédie en un héritage commun de solidarité. Dans l'appartement d'Alain, l'ordre règne toujours, mais il n'est plus oppressant. C'est un ordre qui a appris à respirer, à faire de la place pour la vie. Sur le mur immaculé du salon, là où rien n'osait troubler la symétrie, une seule photo est désormais accrochée. C'est un cliché pris quelques semaines après le drame. Chloé, riante aux éclats, a les bras passés autour du cou de Bravo, qui lui lèche la joue. Sur la porte du réfrigérateur, un dessin aux couleurs vives représente un policier et son chien sous un grand soleil. Ces deux petites touches de chaos sont les nouvelles fondations de son monde. Alain a compris que les lignes droites qu'il vénérait étaient qu'une tentative désespérée de contenir une vie qui, par nature, est imprévisible et désordonnée. Sa vulnérabilité, autrefois sa plus grande peur, est devenue sa plus grande force. Le souvenir de ce jour est devenu une flamme intérieure qui ne le quitte jamais. Ce n'est pas le feu traumatisant d'une mémoire douloureuse, mais une lueur chaude et constante qui le guide. Il ne craint plus le silence, car il sait qu'il peut être porteur des messages les plus importants. La sensation de la fourrure d'un chien sous sa main, la vue d'un vêtement rose dans une vitrine, le son d'un rire d'enfant qui sait ses lèvres dans la rue, tout est devenu un écho de ce moment où la foi a vaincu la raison. L'héritage de cette expérience n'est pas une médaille ou une promotion, mais une compréhension intime et profonde de sa propre humanité. Il a appris la plus cruciale des leçons. La véritable obéissance n'est pas due à l'autorité, mais à la conscience, et la plus grande des loyautés est celle que l'on doit à la vie elle-même. Vous le voyez marcher le long de la corniche, le soleil couchant incendiant le ciel marseillais de teintes roses et orangées. Bravo, désormais à la retraite, trottine à ses côtés, s'en laisse, son pas un peu plus lent mais toujours empreint de cette dignité tranquille. Le sergent Dubois est mort dans les ruines de cet immeuble, et un homme nouveau en est ressorti. Un homme qui a appris que le véritable courage n'est pas de suivre les ordres sans faillir, mais de savoir quand les briser pour une cause plus juste. Leur histoire est devenue plus qu'un souvenir. C'est un message universel qui flotte dans l'air salin. Elle vous rappelle que les plus grands actes de notre vie ne sont pas dictés par la logique, mais par l'amour, cette boussole infaillible, qui nous pousse parfois à désobéir au monde pour obéir à notre cœur. Regardez-le maintenant, cet homme qui marche le long de la corniche, le vent salé de Marseille caressant son visage. Le soleil, cet astre autrefois indifférent, descend sur la mer, peignant le ciel de nuances roses et orangées, un écho involontaire à la couleur qui a changé sa vie. Bravo trottine à ses côtés, libre, sa démarche un peu plus lente, mais empreinte d'une dignité nouvelle. Ce n'est plus une unité de travail, mais une conversation silencieuse entre deux survivants. La mémoire de ce jour n'est pas une cicatrice qui fait mal, mais une flamme intérieure, une lueur chaude qui le guide dans l'obscurité. C'est le souvenir constant que les structures les plus rigides, qu'elles soient de béton ou de conviction, peuvent s'effondrer, pour laisser place à quelque chose de bien plus solide. Une vérité ressentie au plus profond du cœur. Une vérité qui n'a pas besoin de mots pour exister. Leur histoire portée par le Mistral a dépassé les frontières de la ville pour devenir une parabole qui vous est adressée. Elle vous interroge sur la nature même de la discipline. Est-ce l'obéissance aveugle à une chaîne de commandements, ou est-ce écoute attentive de cette boussole intérieure, qui, seule, sait distinguer le juste de l'injuste? Alain a appris que le véritable courage ne consiste pas à appliquer un règlement à la lettre, mais à avoir la force de le déchirer lorsque la vie elle-même vous en donne l'ordre. C'est une leçon gravée non pas dans un manuel, mais dans la chair et le sang, une leçon apprise à genoux, dans la poussière, les mains déchirées par le sauvetage d'une innocence. Le protocole peut sauver des missions, mais seule la compassion peut véritablement sauver une âme, et parfois, il faut trahir l'un pour honorer l'autre. Pensez à Bravo.
Pensez à cet acte de désobéissance qui était en réalité la forme la plus pure de loyauté. Il n'a pas trahi son maître. Il a obéi à un appel plus ancien et plus fondamental que n'importe quel ordre humain. L'appel de la vie qui lutte pour ne pas éteindre. Cet animal est devenu le symbole que l'instinct, cette intelligence brute et non filtrée, est parfois une force bien plus clairvoyante que la raison la plus entraînée. Il nous rappelle que les liens les plus forts ne sont pas ceux qui sont régis par des règles, mais ceux qui sont tissés dans le silence, la confiance et le sacrifice mutuel. Il est le gardien silencieux d'une vérité universelle. Les êtres les plus purs ne suivent pas les ordres, ils suivent leur cœur, et leur cœur les mène toujours là où ils sont le plus nécessaires, même si le chemin est pavé de décombres. Et vous, dans le labyrinthe de votre propre existence, combien de fois avez-vous fait face à un choix similaire ? Combien de fois la voie du protocole, de la convention sociale ou de la peur, vous a-t-elle ordonné de suivre un chemin balisé, alors qu'une intuition, un murmure intérieur vous suppliait d'en prendre un autre ? Nous avons tous nos bâtiments qui menacent de s'effondrer, nos propres règles rigides qui nous empêchent d'entendre les gémissements étouffés autour de nous. L'histoire d'Alain et Bravo n'est pas seulement celle d'un sauvetage héroïque à Marseille, c'est un miroir tendu vers vous. Elle vous demande de regarder au-delà des apparences, de écouter au-delà du bruit, et de trouver en vous cette part de foi capable de déplacer des montagnes de doute et de béton. Le véritable miracle de ce jour n'est pas seulement la survie d'une enfant. C'est la contagion de l'espoir. C'est la main du jeune policier sur elle, épaule de son supérieur, un pont jeté par-dessus le gouffre de la hiérarchie. C'est le regard des autres membres de l'unité, passant du jugement à l'admiration, formant une chaîne de solidarité. C'est la main de Chloé sur le museau de Bravo, un geste qui a guéri plus de blessures que n'importe quel soin médical. Un seul acte de foi irrationnel a déclenché une réaction en chaîne, transformant une scène de désastre en une célébration de l'humanité. Cela nous enseigne que même le plus petit geste de compassion, lorsqu'il est sincère, possède une puissance capable de reconstruire des mondes que l'on croyait perdus à jamais, brique par brique. Fermez les yeux, et revoyez cette image, ce tableau qui est désormais gravé dans la mémoire collective. Un sergent en larmes, symbole de la force qui accepte enfin sa vulnérabilité. Une petite fille en rose, une fleur de vie improbable éclose au milieu d'un désert de destruction. Et un chien, héros épuisé, incarnation de la loyauté absolue. Cette scène est la réponse à toutes les questions. Elle est la preuve que l'amour, sous toutes ses formes, est la seule force capable de donner un sens au chaos. C'est un rappel silencieux mais puissant que sous chaque uniforme, sous chaque rôle que nous jouons, bat un cœur capable du pire comme du meilleur. Et que le choix nous appartient toujours à chaque instant, de suivre la voie de la peur, ou celle de la connexion. Alors la prochaine fois que vous sentirez le sol trembler sous vos pieds et que les murs de vos certitudes se fissureront, posez-vous la question. Écouterez-vous les ordres qui vous crient de vous mettre à l'abri, de suivre la procédure, de ne pas prendre de risques? Ou tendrez-vous l'oreille pour percevoir ce son presque inaudible, ce murmure de vie qui vous appelle depuis les décombres? L'histoire d'Alain et de Bravo n'est pas terminée, elle continue de écrire à travers chaque choix que vous faites. Car au fond, la seule question qui compte vraiment, celle qui définira qui vous êtes, est simple. Quel est l'ordre que vous seriez prêt à ignorer pour sauver ce qui est vraiment important ?